Et je vais maintenant appeler nos prochains intervenants, s'ils veulent bien me rejoindre. Alors, Isabelle Monribaud, Marion Philippe, Isabelle Gravant et Gilles Despérou. Et puis Serge Pichot, Sandrine Ramery toujours, et Julien Bonnefoy. On va tous tenir là. On va se serrer. Et là, on va évoquer donc dans cette table ronde des sites touristiques et des territoires qui ont fait preuve d'innovation. On va commencer avec Isabelle Monribaud pour un exposé de 10 minutes. Je vais veiller vraiment au temps. Hein. Isabelle Monribaud, vous êtes... Allez-y, oui, vous pouvez aller au pupitre si vous voulez bien. Vous êtes référente handicap à l'Office de tourisme intercommunal du pays de Gourdon. Et donc, vous allez nous parler de ce qui se fait à Gourdon. Oui, donc bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous pour pouvoir vous présenter ce qui a été fait en matière donc d'inclusion sur les visites de notre territoire et les outils donc que l'on nous a déjà présentés précédemment. Et donc petite rectification. Je ne m'appelle pas Isabelle, ni Nathalie, comme souvent le sont les guides conférenciers, Elisa. mais Elisa. Mais c'est pas grave. Voilà. Ça, peu importe. Le principal, c'est donc que je sois là pour vous témoigner de ce que l'on a donc mis en place au niveau de l'Office du tourisme du pays de Gourdon que je représente. Voilà. Donc nous sommes un territoire. Voilà, je vais rajuster le micro, qui se situe donc dans le département du Lot, au nord-ouest du département du Lot. Le pays de Gourdon donc s'articule autour donc de sa ville principale, qui est donc la cité médiévale de Gourdon. Et nous avons donc eu la chance de rencontrer donc l'équipe de Braille Culture Accessence pour justement pouvoir témoigner donc et faire tous ces outils d'adaptation dont on a parlé. Donc tout a commencé donc évidemment dans le cadre du projet de Massif Central pour tous, d'un accompagnement donc qui a été fait par l'équipe d'à l'époque Braille Culture. Et donc, ça a été déjà évoqué précédemment, des formations. Donc là, c'est vrai que je voulais insister là-dessus parce qu'en fait, ce sont des formations qui nous ont permis de prendre conscience des problématiques du handicap et qui nous a donné envie, l'impulsion à toute l'équipe, mais aussi aux élus de notre territoire, de mettre en place donc les outils permettant l'accessibilité à tout public de notre région. Donc des formations dans un premier temps qui avaient été prises dans le cadre du plan de formation régional de notre comité régional du tourisme, des formations donc tourisme et handicap, de sensibilisation, et ensuite des formations donc mises en place par Braille et Culture, où là donc effectivement nous avons une semaine donc Vichy avec deux personnes de notre équipe, moi-même donc qui était à l'époque responsable accueil, et puis notre collègue pour donc l'accessibilité à tout public et l'accueil en office du tourisme. Ensuite, une formation aussi pour le guidage, justement, comment apprendre donc à accompagner donc des groupes en situation de handicap et plus particulièrement de handicap visuel puisque ça a été la première tranche donc de travail qui a été effectuée dans le cadre de Massif Central pour tous. Et donc, ça a donné lieu donc, à ces outils de médiation. Donc, pour les déficients donc, visuels, des carnets en relief et couleurs contrastées. Alors, c'est très important, ces carnets, parce qu'en fait, quand on est à l'accueil de l'Office du tourisme, eh bien, on peut prêter ces carnets et donc permettre, justement, comme on disait, à des familles de venir et d'assister et de faire leur visite par eux-mêmes sans qu'il y ait une visite guidée de prévue, bien que j'ai également conçu des visites sensorielles pour justement faire des visites inclusives.
Donc ces carnets-là sont évidemment complétés de commentaires audio qui est téléchargeable sur notre site internet. Donc les personnes partent donc avec ces 2 outils et vont donc découvrir la ville de Gourdon avec les descriptifs et le cheminement qu'ils ont à suivre, aidés par ces carnets. Le dernier travail qu'on a fait avec Braille Culture, ça a été donc la mise en place donc des outils pour les personnes en situation de handicap auditif. Et donc, il existe maintenant sur notre site internet donc la vidéo LSF qui dure à peu près 1 heure. Elle est assez longue, mais je suis très bavarde, même aussi lorsqu'on prépare des visites. Attention, vous n'avez que 10 minutes. Je sais. Il ne reste plus que 6. C'est ça, d'accord. Ne mettez pas la pression. Et donc, voilà, ça permet donc là aussi de télécharger la vidéo, de l'avoir sur le smartphone et de partir donc pour les individuels découvrir la ville de Gourdon quand donc on a des problématiques de handicap auditif. Je continue. Et bien sûr, le livret facile à lire et à comprendre. Donc là, c'est sur la diapo, vous voyez là, juste la couverture donc, de ce livret Falck. Et là, je vous ai mis un exemple donc, de la première page de ce livret, qui est donc l'introduction, qui situe donc, notre territoire, donc Gourdon et son pays. Donc, nous sommes un office du tourisme intercommunal qui représente 20 communes, une population d'à peu près 10 000 habitants. Et donc, bon, la ville principale, c'est cette cité médiévale qui est proposée donc, avec tous les développements des outils dont on a parlé précédemment. Je vous parlerai juste après des autres outils qui ont été mis en place pour les autres sites, puisque justement, en tant qu'office de tourisme de territoire, on se doit de promouvoir tout le territoire. Et nous avons sur notre territoire donc, des grottes qui sont très, très belles, qui sont des grottes ornées avec des dessins donc, préhistoriques qui ont plus de 30 000 ans. Et donc, on a choisi, avec les guides et responsables de ces grottes, de proposer également les carnets pour aider donc la compréhension des visites qui sont proposées. Et les guides aussi de ce site ont eu une petite formation comme nous pour justement accueillir ce public. Donc les grottes de Cougnac et aussi donc le centre d'art potier qui se situe à Uzèche-les-Oules. Alors là, je vous montre la présentation. Donc on parlait de communication. Il avait été réalisé des petits flyers qui présentaient justement les 3 sites donc adaptés à la visite pour tous sur notre territoire: Gourdon, les grottes de Cougnac et Loulerie. Les grottes de Cougnac. Donc là, vous voyez un des dessins les plus célèbres de ces grottes, le bouquetin. Et donc, les adaptations qui ont été faites donc, au niveau des livres en carnet, des carnets en relief et couleurs contrastées. Qui dit grotte dit donc souterrain calcaire, dit stalactite et stalagmite. Et là, donc, c'est la présentation de l'explication donc, de la formation de ces concrétions calcaires. Et donc là, vous retrouvez également une explication donc, des dessins que l'on retrouve dans la grotte, donc bouquetins, mais également des mammouths, et l'explication aussi de ces signes que l'on retrouve partout, qui ne sont pas forcément entièrement formés, mais qui sont là pour expliquer la présence donc, d'un animal qu'on a voulu représenter sur la paroi. Le centre d'art potier, donc c'est un espace d'exposition qui a été donc installé à Uzèche-les-Oules parce que c'est un village où traditionnellement il y avait des potiers en nombre au siècle passé. Et donc la municipalité, la communauté de communes a souhaité donc organiser à cet endroit-là, enfin aménager à cet endroit-là ce centre, qui est aussi donc un lieu de rassemblement de potiers, qui propose des ateliers donc pour tout public, donc particulièrement adaptés pour la découverte du toucher, donc pour les personnes malvoyantes, qui s'adressent à tout public. Et ils ont aussi donc dans la signalétique les petites descriptions donc en braille et le carnet pour permettre aux visiteurs de découvrir l'espace d'exposition
exposition qui présente aussi un certain nombre d'œuvres qui sont caractéristiques des poteries que l'on fait sur notre territoire. J'avance. Alors, donc la visite sensorielle, là, c'est un petit peu plus ma partie, puisque donc en tant que guide, on a beaucoup travaillé avec Sandrine et toute l'équipe d'Accessens pour proposer une visite guidée de la ville, avec des groupes donc sur réservation, mais également donc pour les publics individuels. Donc là, je vous présente une diapo qui montre la vidéo de présentation qui est accessible sur notre site internet, qui présente cette visite donc dite sensorielle, qui est une visite inclusive, donc l'affiche pour tous. Donc en fait, tout l'été, tous les mardis à 10h30, on propose depuis plus de 5 ans cette visite sensorielle pour tout public. Donc voyants, malvoyants, non-voyants, peu importe, ils viennent donc comme ils sont et on part en découverte de la cité médiévale pour donc visiter le Gourdon. Alors voilà comment ça se passe. Eh bien, donc, comme on le disait tout à l'heure, le public voyant va se mettre en situation donc, de problématiques visuelles. On donc, bande les yeux donc, des personnes voyantes. Ils se mettent en binôme et leur partenaire va les accompagner suivant les techniques de guidage de diffusion visuelle que nous a enseigné Sandrine lors des formations. Et on donc procède à cette découverte de la ville, du patrimoine. Là, vous voyez donc un enfant qui touche les pierres de grès de la ville de Gourdon, là, de ses façades médiévales. Ensuite, nous rentrons donc dans un certain nombre de monuments, notamment là, la petite chapelle du Majou, où eh bien, on procède à une découverte tactile du rétable baroque inscrit au monument historique de la chapelle. Et on en profite donc dans ce lieu au calme, donc dans la chapelle, pour laisser le temps donc aux personnes non-voyantes de regarder le livret donc, qu'il aurait donné. Et je présente et j'explique donc un petit peu le braille, parce que c'est vrai que les personnes non initiées, bon, on parle de braille, mais enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est. Hein. Et donc pour leur faire bien prendre conscience et connaissance de la réalité des choses. Parce que vraiment, on a une volonté de sensibilisation aux problématiques de handicap pendant ces visites-là, même si ce sont des visites qui sont évidemment aussi ludiques pour tous. Donc, le parcours dans la cité se poursuit par des découvertes de différents types de bâtiments, notamment de nombreuses portes médiévales, Renaissance, que l'on a dans la ville. Là, ça permet de découvrir les différents types de matériaux qui existent, donc du bois, de la pierre, des clous, différentes choses comme ça. Et qui dit donc découverte sensorielle, dit découverte par tous les sens. Donc, je propose aussi, donc, dans un des jardins de la vieille ville, qui était un jardin donc, à l'ancienne, donc, comme au Moyen-Âge, de plantes médicinales, merci, et plantes aromatiques, pour sentir l'environnement, sentir les plantes, mais aussi, pourquoi pas les goûter. Pourquoi pas les goûter. La poursuite de cette visite, on se continue donc dans un jardin où il y a un grand labyrinthe en galets qui a été donc aménagé au niveau du sol. Et donc là, on part sur une découverte tactile avec les pieds donc, de ce labyrinthe. On essaie de trouver la sortie. En général, on y arrive. Et donc, on continue dans le centre de la vieille ville. Il y a une immense place, donc la place Saint-Pierre, avec cette église donc gothique très imposante que l'on va parcourir. Ça va permettre de découvrir donc l'espace, hein, d'appréhender l'espace. Je fais aussi des jeux, comment dire, pour entendre et la résonance, l'écho des lieux, en claquant des doigts. On peut même, si les personnes le souhaitent, chanter pour voir l'écho et se rendre compte de son environnement.
Évidemment, le toucher est mis aussi à l'épreuve puisque là, différents objets sont accessibles. Donc, une chaire, une cloche que l'on a sous le clocher. Donc, pour toucher toujours ces différents types de matières, de matériaux, le bois, le marbre, le métal, hein, notamment. Et puis, quand même, on est dans le Lot, on est en France, donc on aime bien la bonne chair. Et nous avons un terroir qui, effectivement, en plus, s'y prête. Donc, on termine notre visite sensorielle par donc une dégustation à l'aveugle, où là, donc, on va dans des boutiques du tour de ville, qui sont des boutiques de producteurs, puisqu'on a de nombreux producteurs donc, représentés dans le centre, là, on commence par un petit apéro, un petit apéro ou alors du vin, ça dépend. Il y a même des jus de fruits aussi pour les personnes qui ne prennent pas de boissons alcoolisées. On a des enfants, tout à fait. Vous avez vu la jeune fille là, qui était là, sur les photos précédentes du reportage, évidemment, avait des jus de fruits. Je vous rassure. Et donc, on teste, on goûte différents produits, notamment donc, du foie gras, puisque Gourdon est une belle ville avec donc des producteurs de foie gras dans notre secteur. C'est très important. Elisa Monribot, il va falloir conclure. Voilà, puis ça tombe bien parce que figurez-vous que c'était la dernière diapositive. J'ai gagné mon pari de tenir le timing. J'espère que, en tout cas, vous aurez l'occasion de venir dans notre belle région et donc de découvrir la ville et puis les sites dont je vous parlais. On vous accueillera, qui que vous soyez, comme vous êtes, et avec un très grand plaisir. Merci, voilà. Merci beaucoup et bravo pour toutes ces initiatives, toutes ces visites qui sont proposées dans un environnement, on l'a vu à travers les photos, assez charmant et remarquable. On va passer à Marion Philippe, qui, elle, va nous parler de Chazelles-sur-Lyon. Marion Philippe, qui est la directrice adjointe de la chapellerie Atelier Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon. Et vous êtes venue sans chapeau? Oui, je m'attendais à la remarque. Mais ma collègue qui est venue avec moi avait sa casquette. Elle l'a plus sur la tête. Voilà. Oui. Regardez-la, elle. Ah, merci, c'est gentil. Bravo. Donc, bonjour à tous. Je remercie à mon tour Accessence pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager, de témoigner et d'échanger sur ces thématiques. L'atelier Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon. Chazelles qui est situé dans les monts du Lyonnais entre Lyon et Saint-Étienne. Donc nous, on a travaillé avec l'association Braille et Culture à l'époque sur la déficience visuelle en 2017. Alors c'est un projet qui a été très riche, dont on pourrait parler très longtemps, mais je sais. Normalement, je vais tenir les 10 minutes. Alors ce qu'il faut savoir, nous, le défi un peu au musée, c'est qu'il y a une partie qui est systématiquement en visite guidée. La médiation est conçue pour la visite guidée. Et une autre partie qui est en visite libre la plupart du temps, sauf exception avec des groupes pour lesquels on l'a fait en visite guidée. Donc, qui dit de type de médiation au départ, dit forcément de type d'adaptation, de façon d'adapter. Donc, je vais vous présenter un peu les deux parties. Alors, chez nous, la partie guidée concerne les étapes techniques de fabrication d'un chapeau en feutre à partir du poil de lapin. Et cette partie-là est, j'allais dire, par essence, plus accessible. Il y avait un plus fort potentiel parce que c'est l'espace le plus... Alors, pas multisensoriel au point compte tenu de ce qui a été dit avant, pas de dégustation, pas de choses comme ça. Mais on met des machines en fonctionnement, donc il y a tout l'aspect sonore. Je parle trop loin, trop près? Ah oui, je suis un peu... je suis très grande. On me le dit pas souvent. Donc beaucoup de matières déjà que l'on fait toucher, même pour le grand public, des poils de lapin, des outils, des abrasifs, des textures. Une démonstration aussi de mise en forme d'un chapeau à la vapeur. Il y a des odeurs, nous on ne les sent plus trop à la longue, mais il paraît qu'il y a des odeurs un peu particulières. Donc voilà, on avait un potentiel avec cet espace. Et là, le gros du travail, finalement, s'est fait non pas sur la mise en place d'outils spécifiques, mais sur la formation des guides et du personnel d'accueil. Donc il y a une journée entière de formation. Comment aider les personnes à se déplacer, comment faire toucher et surtout comment décrire. Puisque Sandrine, entre autres, l'a souligné tout à l'heure, on ne décrit pas de la même façon à des personnes qui voient peu ou qui n'y voient pas du tout. Voilà.
Il y a quand même eu... Oui, j'oublie complètement de faire tourner mes trucs. Voilà, c'était la page d'accueil. Il y a quand même des choses, évidemment, on fait au-delà de l'adaptation de ce que l'on dit à l'oral, on adapte nos visites, on fait plus toucher qu'en temps normal, on fait toucher notamment certaines machines, on fait toucher lors de la mise en forme du chapeau, voilà, on fait toucher les différentes étapes de mise en forme pour que ce soit vraiment plus visuel, que la compréhension soit meilleure. J'anticipe un peu. Donc voilà, on a quand même une approche, on a mis un peu de matériel supplémentaire à disposition, voilà, pour quand même pouvoir mieux illustrer la visite. Après, c'est vrai qu'il y a eu un travail bien spécifique sur la partie en visite libre. Donc nous, en visite libre, il y a 2 espaces. Il y a un espace qui est consacré aux métiers liés à la chapellerie, avec des ateliers reconstitués et un coin essayage de chapeaux. Et puis toute une partie à l'étage du musée consacrée à l'évolution du couvre-chef au fil des époques, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc là, ce sont 2 espaces en visite libre, mais qu'on a adaptés de façon un peu différente aussi. Alors déjà, tout le contenu est écrit. Donc évidemment, là, l'outil assez basique qui a été mis en place, c'est l'audio-description, avec un contenu téléchargeable sur Internet et disponible, nous, à l'accueil, sur des audio-guides. Alors pour la partie basse, comme il y a des éléments à toucher devant chaque atelier et qu'il y a ce coin essayage, voilà, cela combiné avec l'audio guide, on a finalement un espace qui a un niveau d'accessibilité tout à fait convenable. Pour la galerie Chapeau, ça a été bien différent puisqu'évidemment, ce sont des pièces de collection qui sont derrière des vitrines. Donc là, rien à toucher. Donc pour compléter l'audio description, qui se fait par époque, en fait, les vitrines sont présentées par époque. Il y a 2 types d'outils complémentaires qui ont été mis en place. Donc, ce qu'on montre ici, c'est un livret en braille, relief et couleurs contrastées, alors qui aide à la découverte de la galerie mode, la galerie Chapeau, à travers un plan qui aide au déplacement et une planche que l'on voit là qui présente 6 formes de chapeaux parmi les plus connues, les plus représentatives de certaines époques, avec, d'un point de vue tactile, en fait, des textures qui correspondent aux matières les plus courantes pour chaque forme de chapeau. Et puis, alors évidemment, on a voulu aller plus loin parce qu'un chapeau, ce n'est pas plat. Comme beaucoup d'objets, c'est du volume, c'est tout un coiffant. Donc l'idée, c'était que les personnes puissent manipuler des chapeaux, en fait, et les mettre sur la tête. Donc là, il y a eu un travail de reconstitution historique qui s'est fait par la chapelière modiste du musée, puisqu'on a un atelier musée, donc on a un atelier de fabrication en interne. Et là, on a élargi, il y a 10-12 pièces à peu près que l'on peut faire toucher. Alors, représentative, là encore, de chaque époque. Alors la première photo n'est pas en situation de visite guidée, elle a été prise juste pour vous montrer là, on a un système de malles en fait qui nous permet de présenter ces chapeaux à différents endroits selon si la partie se fait en visite libre ou là ce sera plus au coin essayage, ou si on a une demande de visite guidée de la galerie Chapeau, dans ce cas-là on emporte les chapeaux avec nous pour faire toucher et essayer en même temps qu'on présente les périodes. Et là il y a un petit zoom, voilà, pour chaque chapeau il y a une étiquette qui a été faite là. Les chapeaux ont été faits en interne, mais l'étiquette a été faite par l'équipe de Braille et Culture, avec le nom du couvre-chef et l'équivalent, on aperçoit un peu en braille par-dessus. Donc là, voilà, c'est un aperçu de la galerie Chapeau avec les vitrines et une photo. Alors, les photos en situation ont été prises lors de l'inauguration du projet en 2018. Voilà. Alors juste un petit mot maintenant qu'on a parlé des outils sur l'aspect universel, je voulais le ressouligner mais il a été beaucoup évoqué déjà. Ce sont évidemment des outils que l'on peut utiliser pour d'autres types de déficiences et bien sûr pour le grand public. Ça a été évoqué aussi au départ là, pour le musée de Jargovie, l'audioguide en fait, qui finalement est un outil extrêmement précieux pour le grand public, puisque beaucoup préfèrent écouter les commentaires que les lire.
Et puis évidemment les couleurs contrastées pour les personnes en situation de handicap mental, pour les enfants scolaires, etc. Donc on a été extrêmement satisfait du travail avec Braille Culture à l'époque et du rendu du projet. Donc c'est ce qui nous pousse l'année prochaine à retravailler avec Accessence autour du handicap mental et auditif cette fois. Voilà, avec notamment vidéo en LSF et livret facile à lire et à comprendre. Alors, juste pour rebondir un peu, il y avait une question sur les retombées. Alors, nous, on a un peu plus de recul. On a vraiment commencé à communiquer en fin 2017, début 2018 sur l'adaptation. Alors, on n'a pas, j'ai recherché, c'est très compliqué d'avoir des chiffres, mais ma collègue et moi sommes les référentes quand il y a des réservations de groupe, et sans le chiffrer, on s'est aperçu que le bouche à oreille fonctionne bien mieux. On a eu beaucoup plus de réservations de groupes sur la déficience visuelle qu'auparavant. Et puis une satisfaction qui était déjà là au départ sur la partie guidée, mais avec des remarques de l'ordre de « mais vous avez suivi une formation, non ?» Donc ce qui est plutôt positif. Voilà. Si on s'en aperçoit, c'est que le travail a plutôt été bien fait. Et ce que je voulais rajouter juste concernant les motivations pour retravailler l'année prochaine avec l'association, c'est... Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de questionnements au dès que je suis arrivée au musée en 2013. Et évidemment, la question de l'accessibilité s'est posée très tôt. De savoir finalement avec quel prestataire on va travailler. Il y en a qui proposaient à l'époque uniquement du matériel, d'autres des formations. On est en contact avec des personnes du champ du handicap. Et réussir à faire un projet avec des interlocuteurs aussi variés, voilà, on se demande un peu par quel bout on va prendre les choses. Et l'énorme avantage, là, c'est qu'on a, j'allais dire, une interlocutrice unique, non, parce qu'elle est toujours accompagnée selon les projets. Mais voilà, on a cet interlocuteur qui travaille déjà, voilà, on a un travail très complet avec des acteurs du champ du handicap, de la formation et de la mise en place d'outils spécifiques. Donc voilà, ça c'est précieux aussi quand on se lance dans un tel projet, d'être accompagné comme on l'a été, et ça continue, c'est que le début. Voilà. Super, merci. Voilà, j'ai même pas eu de remarques, il reste 2 minutes. Ouais, non, il ne reste rien du tout. Voilà, merci. Vous avez été parfaite. Pile 10 minutes. Merci Marion Philippe. Et on va retrouver Isabelle Gravran avant d'écouter Gilles Desperoux. Ce sera le dernier exposé. Alors Isabelle Gravran, vous êtes la responsable communication et animation au Conservatoire d'espaces naturels du Centre Val-de-Loire. Tout à fait. C'est à vous. Moi, je suis moins grande. Moi, j'ai un petit regret de ne pas avoir fait de présentation parce que vous avez fait des très beaux PowerPoint et les images sont très bien mises en valeur. Donc, j'aurais beaucoup aimé vous montrer quelques photos de nature. On va les imaginer. Voilà, il va falloir faire preuve d'imagination. Donc, Conservatoire d'espaces naturels, Centre Val-de-Loire. Nous sommes une association de protection de la nature, de la biodiversité. En fait, il y a des conservatoires dans quasiment toutes les régions de France. Il y en a un notamment en Auvergne. Donc il y a des locaux ici. Nous, Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire, on préserve 4200 hectares, 160 sites naturels sur lesquels on met en place de nombreuses actions de protection de la biodiversité, mais aussi des actions de valorisation. Ces sites naturels sont avant tout, ou en tout cas sont aussi, des supports d'éducation à l'environnement, des supports de sensibilisation. Et on y organise des visites, on y met en place des sentiers aménagés. Et on y fait également des visites accompagnées. Donc très tôt, dès lors qu'on aménage un sentier aménagé, c'est poser la question de l'accessibilité à tous, ou en tout cas au plus grand nombre. Et notamment en 2005, avec la loi handicap, il y a eu beaucoup de communication, notamment du côté des comités départementaux du tourisme à l'époque, qui faisaient beaucoup de sensibilisation. C'était d'ailleurs très intéressant parce qu'on découvrait le sujet à l'époque. Et qui nous encourageait finalement à travailler et à réfléchir et à intégrer cette dimension accessibilité dans nos aménagements de sentiers sur nos espaces naturels. Par contre, on a eu assez rapidement une approche axée physique, donc axée aux personnes à mobilité réduite d'abord. Et c'est pas forcément ce qui est le plus simple comme ça au premier abord. Donc on a essayé de mettre en place et de travailler notamment sur un de nos sites naturels en Indre-et-Loire, l'île de Bondésir, à Montlouis-sur-Loire. On a commencé à travailler sur un sentier avec en tête les critères du label tourisme et handicap. Voilà.
Alors ça a été une expérience extrêmement enrichissante parce qu'on a travaillé avec de nombreuses associations travaillant dans le domaine du handicap. Donc ça a été extrêmement enrichissant. Et je salue d'ailleurs leur travail parce qu'on a travaillé avec l'APF, on a travaillé avec l'ADAPI, on a travaillé avec d'autres associations locales. Et tout était extrêmement disponible et constructif. Et c'était très, très appréciable quand on connaît mal le sujet et qu'on débute. C'était super appréciable. Donc on a dès lors essayé de prendre en compte dans nos plans de gestion. Alors, nos plans de gestion, c'est des documents qui nous permettent de prévoir sur nos espaces naturels ce qu'on va faire en termes de protection, en termes de suivi des espèces et des milieux, en termes de valorisation. On a essayé de prendre en compte systématiquement cette logique d'aménagement et d'accessibilité à tous, en ayant à l'esprit aussi le côté un peu universel, c'est-à-dire que dès lors qu'on fait quelque chose qui est accessible, qui est accessible aux personnes à mobilité réduite, c'est aussi accessible à tout plein d'autres personnes, c'est accessible aux personnes en poussette, c'est accessible aux personnes qui ont du mal à se déplacer, etc. Ça incluait aussi des réflexions sur les panneaux, évidemment, sur le message, avec toute la complexité que ça représente quand on ne s'y connaît pas et quand on a besoin de se faire accompagner. Donc, dans les faits, tout ça n'est pas si facile. On s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment être accompagné parce que voilà, c'était pas notre domaine de compétence, on pouvait pas le faire tout seul. Et en plus, malgré tout, même si effectivement, dans certains cas, il n'y a pas forcément de coûts supplémentaires, quand on se situe en contexte d'espace naturel, il y a des coûts supplémentaires qui sont indéniables, ne serait-ce que quand on veut mettre en place un revêtement au sol, un compacté ou un platelage. Ça, tout de suite, c'est des choses qui augmentent le coût des projets. Et puis le financement des aménagements, ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple pour nous, en tout cas aujourd'hui. Et puis donc, en plus, en termes d'entretien et de durabilité, en espace naturel, on a quand même des contraintes assez fortes, des aléas climatiques, des aléas inondations. C'était le cas sur notre fameuse île de Bon Désir, où le projet n'a pas été forcément extrêmement facile et où on s'est rendu compte à l'usage que, comme il y avait plusieurs pratiques sur le sentier, en fait, l'accessibilité était assez relative, en fait, dans les faits. Donc on en était un petit peu là de nos réflexions. Je vous présente un peu le cheminement qui nous a conduit à évoluer justement dans notre façon d'appréhender cette accessibilité. On en était un peu là dans nos réflexions sans vouloir mettre de côté l'accessibilité physique. Mais sur ces entrefaites est arrivé Braille et Culture et Serge Pichot avec un projet Loire pour tous, donc une mise en réseau d'un ensemble de sites avec des outils de médiation justement qui permettent de travailler sur le message et sur l'accessibilité, mais avec une autre approche. Donc Serge, il a réussi à... C'était pas facile, mais il a réussi à faire financer le projet, en tout cas une première phase. Donc dans cette première phase, nous, on a intégré 3 sites, sachant que je crois que plus globalement, c'est un projet interrégional, je crois qu'on a une dizaine de sites pour cette phase 1. Donc nous, on a intégré 3 sites de bord de Loire, où Braille et Culture nous a donc proposé de réaliser différents outils. Donc ils ont travaillé, je les ai apportés avec moi certains, à défaut d'images, ils sont là, à disposition si besoin. Donc ils ont travaillé sur des carnets de dessins en relief. Ils ont travaillé aussi sur des carnets de dessins contrastés, sur des livrets Falk avec l'ADAPI 45. Et puis également sur de l'audio-description. D'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que les textes sont extrêmement bien écrits. C'est un vrai plaisir. Tous les collègues qui les ont lus, tous les collègues qui ont travaillé dessus, puisque toute l'équipe d'animation a été mobilisée, ont vraiment apprécié la qualité des textes et de la retranscription qui a été faite des visites sur les sites. Et puis également, ils ont travaillé sur des vidéos en langage des signes. Voilà. Donc pour nous, c'est un peu le début. Enfin, le projet est en cours. Là, les 2 autres sites sont en cours de réalisation. La prochaine étape, qui va être une étape importante, ça a été déjà dit, mais c'est fondamental, c'est la formation, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de faire des outils si derrière on ne s'en sert pas correctement. Donc l'idée, là, c'est, on se voit, je crois, le 30 novembre et 1er décembre, pour une formation de toute l'équipe d'animation, pour qu'on puisse bien appréhender l'utilisation de ces outils. Et également, l'enjeu, et ça sera l'objet de la table ronde suivante, si je ne m'abuse, ce sera aussi ensuite, une fois que ces outils seront finalisés, mis à disposition, ce sera de faire connaître leur existence, et puis qu'ils soient utilisés, que ce soit librement ou de façon accompagnée avec nos équipes d'animation.
Et puis c'est vrai que je vois vraiment une grosse plus-value à faire des animations avec un public mixte, parce que le peu que j'en ai vu, j'ai pas forcément fait beaucoup de ce type de visite, mais c'est très enrichissant, ça permet de lever beaucoup d'appréhensions, beaucoup d'a priori, beaucoup de choses. Et c'est un peu un objectif que j'ai en tête, moi personnellement, c'est qu'on puisse développer des animations mixtes avec ces supports qui, comme ça a été déjà dit plusieurs fois, s'adressent à beaucoup de monde finalement, aux enfants, aux personnes âgées, enfin voilà, tout ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Je suis peut-être allée un peu vite, moi, pour le coup. Non, mais c'est parfait, Ça va ? c'est très bien, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui seront plus bavards. On peut D'accord. s'arrêter là si Ça vous va ? voulez. Bon, très bien. Oui. Et puis après, on peut revenir sur ces projets avec les questions de la salle. Ça marche. Ça va ? Oui. Ouais. On fait comme ça ? Allez, Très on bien. fait comme ça. De toute façon, il vous restait quoi, 1 minute 30 hein. C'était pas non plus... Ouais. Merci. Et donc, le dernier intervenant, voilà, ce sera Gilles Despérou. On prononce le S, hein, Despérou ? On le prononce, oui. Voilà, chargé de mission tourisme durable. Donc l'autre plus bavard, c'est moi, évidemment, Attention. qui ai l'honneur de terminer cette... Oui, du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Exactement, bonjour à tous. Donc, alors pour faire défiler, c'est comme ça, oui. Oui, donc j'ai l'honneur de terminer. Donc je vais plutôt vous parler, moi, parce que quand Sandrine m'a sollicité, elle m'a dit, il faut que tu insistes sur le travail en réseau, sur la façon dont vous développez dans les parcs un certain nombre d'initiatives en direction des personnes en situation de handicap. Donc je vais insister un petit peu dans mon propos sur le travail en réseau à travers les parcs du Massif central notamment, et puis sur la notion de séjour, voilà, et d'accessibilité aux activités de pleine nature. Donc juste un petit point, donc je suis venu en voisin, donc le parc naturel de Millevaches, donc c'est un parc voisin de celui du parc des volcans que vous connaissez bien ici. Donc c'est un parc qui est à cheval sur les 3 départements du Limousin ou de l'ex-Limousin, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. Donc c'est un grand parc qui a été créé en 2004, qui comprend aujourd'hui 124 communes et à peu près 38-39 000 habitants. Donc c'est un territoire assez peu peuplé et peu dense. Voilà, c'est un parc qui a révisé sa charte en 2018 et qui est intégralement classé en territoire de montagne et dont le site phare que vous devez connaître, au moins vous en avez entendu parler, est le lac de Vassivière qui fait plus de 1000 hectares et géré notamment par le Conservatoire du littoral. Donc mon propos, donc le projet sur lequel on travaille actuellement et je travaille actuellement, c'est un projet de développement en fait de séjour et de proposition d'itinérance nature pour les publics atteints de déficience. Voilà, donc là je vais le détailler avec deux entrées un petit peu différentes. Alors pourquoi ce projet ? Tout simplement parce que pour les parcs naturels en France aujourd'hui, la notion de tourisme durable est essentielle. Et donc, vous savez que la durabilité repose sur 3 piliers, le pilier environnemental, le pilier économique et le pilier social. Et que derrière le volet social, il y a évidemment à la fois l'accessibilité en termes souvent de tarification aux séjours, aux activités, mais également l'accessibilité en termes de handicap. Voilà, donc ça, on le travaille depuis toujours. C'est globalement une dimension qui est consubstantielle aux chartes des parcs, à l'ensemble de nos contrats, et qui sont souvent donc déclinés dans nos plans d'action. Je précise juste que les parcs sont un peu particuliers. On est engagé vis-à-vis de l'État dans des chartes qui nous mènent à 15 ans. Donc là, la dernière charte du parc, on travaille sur une stratégie 2018-2030 et dans laquelle donc intégralement la durabilité du tourisme et des loisirs de pleine nature est inscrite. Alors, le parc de Millevaches était déjà engagé, d'ailleurs, avec un certain nombre de projets aussi menés en collaboration avec Sandrine et Brailliculture, puisqu'en 2016, on a bénéficié du projet Massif Central pour tous, et que nous aussi, donc on a équipé 2 sites de visite, 2 musées, donc de Falck et de dessins en relief et de dessins en couleurs contrastées. C'était 2 sites de visite qui sont le musée de la Résistance à Péral-Château et puis la maison Martin-Nadeau à Soubrebeau. Donc on a donc des habitudes de partenariat avec Sandrine et avec Brailliculture, aujourd'hui Accessens. On avait également en 2009-2010 organisé une petite formation pour les personnels des offices de tourisme et pour nos partenaires engagés dans l'écotourisme autour des sens, puisqu'on avait fait toute une journée avec Brailliculture pour sensibiliser aux différents handicaps et qu'on avait aussi déjeuné
je crois, en se bandant les yeux et autres, ça avait été un peu rock'n'roll. C'était assez sympa. Je vous avoue qu'un déjeuner à 15 avec les yeux bandés, c'était assez sympa. Vous aviez des grands tabliers, non? Oui, on s'est beaucoup tâché, vous avez raison. Donc, voilà. Donc ça date de 2010, mais c'était assez drôle, en fait, il faut le dire. C'est vrai que là, on se rend compte que, pour ma part, je crois que je n'avais qu'un petit point de vision, c'était assez improbable. Voilà, et puis on a certains partenaires volontaristes que je vais évoquer, volontaristes dans le domaine du handicap, évidemment, que je vais évoquer juste après. Alors comment? Donc là, je vais déployer donc la notion de réseau, puisque le parc naturel de Mille Vaches ainsi que celui du parc des Volcans, on fait partie de l'association des parcs naturels du Massif Central, donc l'Interparc Massif Central, l'IPAMAC. Et donc c'est un grand réseau, on est 11 PNR donc sur le Massif Central et le parc national des Cévennes qui travaille avec nous. Donc c'est ce qui permet de faire du Massif Central d'ailleurs le plus vaste espace protégé d'Europe. Voilà, donc en gros on va du Morvan donc jusqu'au parc du Haut-Languedoc, donc la Montagne Noire, on n'est pas loin de Carcassonne, donc du Morvan à Carcassonne. Voilà, et donc on travaille en réseau, un certain nombre de dynamiques, et notamment autour de l'itinérance, puisque dans le cadre du programme 2019-2021 de cette association, qui existe depuis maintenant 21 ou 22 ans, on expérimente en fait des nouveaux dispositifs d'accueil des personnes handicapées pour favoriser donc la pratique de la randonnée, quelle qu'elle soit, donc dans le Massif Central. Donc, je vous passe les détails, mais globalement, il y a une quinzaine de grands itinéraires dans le Massif Central qui ont été fléchés comme étant prioritaires et qu'on essaye de développer des dispositifs pour doper la fréquentation de ces itinéraires, dans lesquels on retrouve les chemins de Compostelle ou la grande traversée du Massif Central, VTT par exemple. Et donc en 2019-2021, l'IPAMAC a lancé une candidature au sein du réseau et 3 parcs ont souhaité donc travailler sur la création de nouveaux dispositifs d'accueil pour faciliter donc l'accès aux loisirs de pleine nature aux personnes handicapées. Donc les 3 parcs étaient le parc national des Cévennes, le parc du Pilat et donc le parc de Mille Vaches, qui a répondu à cet appel à candidature. Donc, l'IPAMAC a mobilisé donc, un budget assez important sur cette action, avec près de 50 000 € donc, à se partager pour développer un certain nombre d'initiatives. Alors, quelles sont les actions concrètes donc, sur lesquelles je travaille moi, depuis maintenant l'an dernier? Donc, à la fois donc, la création d'un séjour. Donc, quand on dit séjour, on dit package, on dit donc au moins une nuitée, avec un hébergement, des prestations de restauration, des prestations de loisirs d'activité de pleine nature. Donc, je travaille actuellement sur la conception d'un séjour en fauteuil tout-terrain quadrix pour les amateurs, pour ceux qui connaissent, et joëlette plutôt des personnes déficientes physiques. Donc là, on est accompagné, mais je vais passer vite. Voilà, on va travailler, je vais vous détailler davantage l'autre séjour. Donc là, on est en train d'ailleurs avec Sandrine, donc Accessens, et puis un autre consultant, Olivier Courbon. On est en train de développer, ou de tenter de développer, notamment pour le compte d'une station sport nature donc, qui est basée à Ussel, en Haute-Corrèze, un séjour donc à partir du centre sportif du Buja, mais éventuellement d'autres hébergements, un séjour qui combinerait découverte de la randonnée et découverte patrimoniale, donc à l'aide de quadrix et de joëlettes. Donc là, concrètement, Sandrine, là, et ces dernières semaines, donc, a testé un certain nombre de circuits de randonnée pédestre pour voir effectivement quelle est la possibilité, la faisabilité technique de faire de l'itinérance, et notamment autour du centre sportif de Buja, qui est un centre sportif important. Il y a 200 lits, c'est un centre sportif international où des équipes viennent préparer des saisons, comme le CAB. Voilà. Donc, on a envisagé un séjour en fait, qui pourrait être opérée donc, par une station sport nature qui regroupe, elle, plusieurs types d'activités, de l'escalade, de la randonnée, qui avait plutôt l'habitude, cette station sport nature, de travailler dans le domaine du handicap mental, avec notamment la Fondation Jacques Chirac, donc basée à Ussel, et qui souhaite aujourd'hui développer plutôt des prestations destinées donc, aux personnes déficientes physiques. Voilà. Donc l'idée derrière, c'est évidemment, une fois que le test là, sera finalisé, on approche de la fin, on va faire un feedback là, prochainement et un bilan de cette opération. L'idée, c'est évidemment que la station Sport Nature, avec l'aide d'ailleurs d'agences de voyage locales, puisqu'on a la chance dans le parc de Mille Vaches d'avoir des opérateurs de voyage qui sont capables de commercialiser ces séjours, que ça rentre dans le dispositif et la gamme des activités proposées par la station Sport Nature. Voilà, et puis je vais vous présenter cette action aussi. Elle est assez sympa, assez innovante.
puisque on teste en parallèle donc un séjour en itinérance canoë bivouac sur le lac de Vassivière. En 2 minutes. Hein. 2 minutes. Ouais, je vous avais dit que j'étais bavard, hein, mais j'ai 1 minute 30 en plus, non? On peut vous en offrir une de plus. Voilà, c'est ça, ouais. Si j'ai bien compris, donc ce sont hein. les vases communicants, non? Voilà, donc, alors là, je fais vite, oui, c'est assez concret. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, exceptionnellement, on ne travaille pas avec Brailliculture. C'est quand même un peu pas, parce qu'elle n'aime pas le canoë, Sandrine. Donc là, je travaille avec le club kayak d'Émoutier. Donc, Émoutier, c'est sur la route de Limoges, pas très très loin du lac de Vassivière. Donc, ce club, c'est aussi une espèce de station sport nature dont le cœur d'activité est le canoë, à la fois sur la Vienne et sur le lac de Vassivière. Et donc, quand ils ont répondu, en fait, il y a eu l'appel à candidature EPAMAC, puis il y a un appel à manifestation d'intérêt. Donc, ils ont mordu. Pourquoi ils ont mordu? C'est parce qu'ils souhaitent, eux, développer. Alors, ils travaillent avec des ESAT, notamment, hein, donc avec des ESAT régulièrement, et qu'ils souhaitent, eux aussi, développer des séjours un petit peu packagés autour de l'itinérance et du bivouac. Donc, évidemment, quand IPAMAC nous a sollicité, ils ont mordu à la meçon. Et donc là, vous voyez quelques témoignages visuels du séjour test qui a été testé il y a 3 semaines, un mois sur le lac de Vassivière. Donc, vous voyez le petit groupe, c'était des résidents à la fois de l'ESAT d'Émoutier, puis les résidents de l'ESAT d'Aubusson qui se sont rassemblés et qui ont été encadrés à la fois par le club kayak d'Émoutier, puis par un prestataire. Donc pour cette opération, prestataire d'une association qui s'appelle Itinéraire Partagé, donc un brevet d'état de canoë-kayak, qui travaille aussi pour le parc naturel des Landes de Gascogne, hein, que je connais bien, voilà, qui est un accompagnateur de moyenne montagne, et qui est un spécialiste à la fois de la navigation, mais également du bivouac sans trace. Alors là c'est quoi l'idée? C'est de proposer un week-end sur le lac de Vassivière avec une nuit passée en bivouac sans trace, sur une petite île sur le lac de Vassivière. Alors, le bivouac sans trace, c'est pas facile, hein. C'est plutôt coton, parce que ça veut dire que derrière, on ne laisse absolument rien, pas de papier, que ça pose la problématique de faire ses besoins, évidemment, de faire du feu, puisque le séjour s'est déroulé il y a 3 semaines, un mois, et qu'il faisait, je pense, 6-7 degrés là, quand les gars ont bivouaqué. Voilà, vous voyez un bateau qui est un peu particulier, un peu grand, là, ça s'appelle un C10. Donc, c'est un bateau c'est en 2 parties, hein, en fait, ça permet d'amener 9 personnes. Et donc l'idée pour le club kayak, c'est aussi de développer une offre en C10 et de faire tourner ces bateaux qui tournaient très très peu finalement. Voilà, donc, et puis de greffer donc, du patrimoine de la culture et autres. On en a parlé notamment avec Gourdon. Vous voyez la photo au milieu à droite, ce sont les œuvres d'art du lac de Vassivière, puisque au cœur de Vassivière, il y a le Centre international d'art du paysage. Et l'idée, c'est qu'à travers le canoë, avec des prestations encadrées, il y a une médiation culturelle destinée donc, à ce public qui mixterait des valides et des invalides, en l'occurrence des déficients mentaux. Voilà. Donc, alors, quels sont les objectifs finaux de ces 2 séjours tests, et notamment de celui-ci? C'est donc de concevoir et de vendre, évidemment, des séjours dits adaptés, de développer l'utilisation du C10, parce que ce sont des investissements importants, hein, ces canoës, qu'en fait, ils tournaient assez peu. Et on constate qu'en fait, un bateau de ce type-là, ça peut tout à fait répondre à la volonté des familles de partir ensemble. On peut amener 2 familles, par exemple, qui partiraient ensemble sur un même séjour également, ou un groupe constitué de personnes déficientes mentales. De valoriser également pour le club kayak d'Émoutier ce qu'on appelle des sentiers nautiques. Les sentiers nautiques, c'est une marque de la Fédération française de canoë-kayak. Et le club vient de développer en fait 3 sentiers nautiques sur le lac de Vassivière. Donc c'est une façon de valoriser ces itinéraires. Et puis surtout, là, c'est la dimension réseau qui est importante. C'est que dans le cadre de cette opération, qui est un petit peu pilote, on est sur une logique de transfert d'expérience à l'échelle de l'Interparc Massif Central, puisque les deux consultants, en l'occurrence, doivent rendre donc un compte-rendu très exhaustif qui va devenir une boîte à outils pour l'Interparc Massif Central, pour que ceux qui souhaiteraient ailleurs, dans le parc du Morvan, dans le parc du Haut-Languedoc ou dans les volcans, créer de l'itinérance nautique avec ce type de public, mais ils aient la méthode voilà, qui existe et qui soit utilisable. Voilà. Et puis la question de la création d'une destination accessible, j'arrêterai là-dessus. Mais on est en train, donc au niveau de... Là, j'évoque un petit peu la stratégie des parcs en France. Ça vous permettra d'avoir cette information. On est en train de développer une plateforme de séjour en France, donc, qui va s'appeler Destination Parc, qui va voir le jour la fin octobre. Et pour rendre en fait les parcs visibles dans le panorama français du tourisme. Et donc l'idée, en 1000 vaches, c'est de créer des séjours qui pourraient remonter sur cette plateforme, et également de valoriser le handicap à travers des hébergements que Sandrine a audités par ailleurs. Voilà un petit peu
quel est le projet dans le parc de Mille Vaches. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Gilles Despérou. On va maintenant échanger un peu à bâton rompu avec Julien Bonnefoy qui est à mes côtés, Serge Pichot qui va nous rejoindre aussi. Je vous cherchais en haut, mais en fait vous étiez juste là. On va se serrer un peu. Donc Julien Bonnefoy, vous êtes le responsable des sites de sensibilisation à l'environnement et itinérance au sein de la direction, pour faire clair, vous êtes à la direction agriculture, espace vert et naturel à Roanne. Roanne et agglomération. Et puis Serge Pichot, vous êtes le directeur d'Accès Sens, avec qui on va peut-être parler finances. Alors peut-être une première question pour vous, Julien Bonnefoy. Vous travaillez aussi sur des sites naturels. Est-ce plus compliqué de devoir faire des adaptations sur les sites naturels que dans un musée, que sais-je, sur un site urbain? Donc, bonjour à tous. C'est plus compliqué la question. Enfin, c'est ce que je pensais au début. C'est qu'on parle beaucoup de mise en valeur de sites patrimoniaux, de villages, de sites un peu clos. Et moi, pour Roanne Agglomération, je m'occupe de sites qui sont des sites naturels. Donc deux sites, un site qui est un site forestier avec un arboretum qui est situé à l'ouest de Roanne, sur les monts de la Madeleine, pardon. Voilà, donc, et un site qui est situé en bord de Loire, donc un peu en aval du Val-de-Loire, aux sources, un peu plus près des sources de la Loire, donc à côté de Roanne. Donc le travail qu'on a fait avec Sandrine et Braille Culture, c'était déjà de mettre de rendre accessible à tous les handicaps le site des Grands Mersins, donc notamment de l'Arboretum. Donc au début, ma première impression, c'était comment on va faire ça en dehors, en extérieur, qu'est-ce qu'on va proposer aux gens, parce que dans les collectivités, l'accessibilité est toujours prise en compte. C'est-à-dire que c'est une obligation légale. On aménage un site, on met des jolis cheminements PMR et tout ça, mais une fois qu'on a fait ça, on s'arrête souvent à ce niveau-là, quoi. Donc nous, on avait un site à mettre en valeur, donc l'Arboretum des Grands Mersins, et on s'est dit, quand on a été sollicité par M. Pichot, on a dit, allez, on y va, on tente. J'avais aucune expérience dans ce domaine-là, j'avais assez peu de retours par rapport à des sites naturels justement mis en valeur. Je suis justement très content de voir qu'il y a d'autres choses qui se font, et je m'occupe aussi de l'itinérance, la randonnée, moi, pour Roanne et Agglomération. Donc, on va pouvoir discuter aussi avec mon collègue des Mille Vaches. Voilà, donc on s'est lancé là-dedans et on s'est rendu compte que c'était très, très simple. Alors, on a mis tous les outils, on a fait tout. On a fait la totale, le FALC, LSF, audio guide, voilà. Donc, voilà, ça fonctionne. Et alors au niveau coût, parce qu'on sait que c'est un investissement de faire des adaptations, de solliciter Accès Sens, qui est terriblement onéreux, j'imagine. Non, mais forcément, c'est un coût qu'on n'envisage pas forcément quand on monte un musée ou quand on a un site touristique qui fonctionne déjà très bien. Pourquoi aller s'embêter à créer des adaptations? Ce coût, il représente quoi aujourd'hui, et est-ce que les aides sont plus importantes aujourd'hui qu'il y a quelques années? Serge Pichot. Ah, c'est juste qu'il éteint votre micro. Les coûts, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'on va mettre de côté, Isabelle l'a dit, le handicap moteur, puisque là, sur le handicap moteur, on est forcément sur des aménagements physiques du site qui vont supposer des niveaux d'investissement qui ont des coûts faramineux et sur lesquels il y a possibilité d'avoir un peu de prise en charge, mais globalement très peu. Par contre, sur les trois autres handicaps, on n'est pas sur des contraintes d'aménagement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une personne, je ne sais pas si Sandrine l'a dit, mais une personne qui est déficiente visuelle, dès lors qu'elle est bien accompagnée, elle peut quasiment passer partout, y compris sur des espaces naturels. Donc, quand on a mis ça de côté et que le projet il est recentré uniquement sur des outils de médiation, ce qui est notre cas, de la formation, de la promotion, on est sur des coûts projets qui sont autour de, avec la combinaison des trois niveaux d'outils, on est sur des niveaux d'investissement qui sont de l'ordre de 15 à 20 000 euros. Alors c'est pas neutre, parce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit qu'on travaille dans le secteur du patrimoine, de la culture, du handicap. Donc le modèle économique, il n'existe pas, il n'y a pas de retour sur investissement.
Donc du coup, il faut effectivement aller chercher, mobiliser des financements. Et il se trouve que j'ai aussi une casquette d'élu par ailleurs, donc je sais aujourd'hui à quel point les budgets des collectivités, quelles qu'elles soient, sont contraints. Mais moyennant quoi, avec l'entrée projet, et qui plus est sur ces projets qui ont une dimension à la fois sociale, touristique, patrimoniale, un peu innovante, puisqu'on fait aussi appel aux nouvelles technologies, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a l'outil Handivisite qu'on a développé, qu'on met à disposition des sites partenaires. Donc on arrive à mobiliser les financements. Après, là, il a été fait beaucoup état de deux gros projets structurants qui ont été lancés par l'association, alors au départ Braille-Culture. Le premier, c'est Massif Central au bout des doigts, qu'on avait lancé en 2010, qui s'appelle maintenant Massif Central pour tous. Au départ, on travaillait que sur le handicap visuel, et aujourd'hui, on travaille sur les 3 niveaux du handicap. On en est... Alors ça, c'est des projets qu'on vient positionner dans le cadre de politiques nationales. Là, en l'occurrence, Massif Central pour tous, on vient le positionner dans le cadre de la politique Massif Central. Donc, ce qui veut dire que dès lors qu'on a trouvé le créneau sur lequel venir positionner le projet, on peut mobiliser derrière, d'emblée, des financements croisés de la part de l'État, des régions. Alors, je mets de côté l'Europe, on a joué une fois et on a cru qu'on allait mettre la clé sous la porte parce qu'il y a des délais de remboursement qui sont... voilà, qui font que pour une association, c'est même pas envisageable d'essayer de... Enfin, moi, je ne vais plus jouer à mobiliser des financements européens. Avec les régions, ça peut être compliqué parce que là, par exemple, sur le Massif Central, aujourd'hui, on a 4 régions. Elles se mettent d'accord pour financer le projet, mais après, chacune vient sur des lignes de crédit qui sont différentes. Donc, avec chaque fois des dossiers... Enfin, ça, c'est mon affaire à moi, mais effectivement, c'est pas tous les jours très simple. Voilà. Isabelle en parlait tout à l'heure. Le projet Loire pour tous, qu'on a imaginé dans le prolongement du projet Massif Central pour tous, on est allé le présenter à Orléans la première fois, je crois que c'était en novembre 2016, et on l'a lancé de manière opérationnelle l'an dernier. Voilà. Donc voilà, mais c'est pas forcément très compliqué de mobiliser des financements. Après, sur le reste à charge, on a des collectivités. Sur le Rouennais, c'est la communauté d'agglo. Quand il y a besoin, on peut aller chercher du mécénat. C'est des projets sur lesquels, aujourd'hui, on peut assez facilement mobiliser. Alors, c'est pas des sommes astronomiques, mais on peut assez facilement mobiliser du mécénat. Parce que pour un mécène, c'est concret. Il voit tout de suite sur quoi va porter l'aide qu'il va allouer au projet. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et puis ponctuellement, sur certains territoires, je pense notamment aux projets qu'on a pu mettre en place sur quelques-uns des parcs naturels régionaux, on a la possibilité d'aller mobiliser des financements européens. Mais là, pour le coup, c'est via les enveloppes que gère le parc. Et nous, on est en prestataire. Voilà. Est-ce que c'est facile pour des acteurs du territoire de convaincre ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques ou ses élus de se lancer dans des projets comme ça qui sont assez, qui sont encore pas très étendus, quoi. Par exemple, pour vous à Gourdon, est-ce que ça a été simple de mettre en place toutes ces visites adaptées avec le micro qui est juste là? Merci. Avec l'accompagnement de Braille-Culture, oui. 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 Bah oui. On croirait une publicité. Non, mais voilà, non, mais non, parce que franchement, bon, donc Monsieur Pichot parlait des financements. Bon, c'est vrai que quand on a pris conscience donc des problématiques et du défaut d'accessibilité sur notre territoire, c'était bien. Nous, on était très motivés, l'équipe, mais évidemment, il fallait faire passer à nos élus la pilule, entre guillemets. Mais bon, elle est bien passée parce qu'en fait, il y a eu des taux de subvention qui ont été importants. Hein. Et puis, bon, il n'y a pas que l'argent aussi. Il y a aussi le fait qu'on vraiment... c'est indispensable maintenant à notre époque d'avoir ces outils de médiation et d'accessibilité, et que ne pas les mettre en place, c'est être à la traîne et ne pas être voilà, dans tout ce qui est maintenant problématique, RSE, etc., développement durable. Et voilà, on ne peut pas passer à côté. Là, on a su faire passer le message comme quoi c'était quelque chose qui était vraiment... important et indispensable, et on nous a suivis. Oui, tout à fait. Sandrine. Oui, souvent on a les élus qui nous disent ok, on va faire des choses pour les personnes en situation de handicap, mais du coup ça représente combien de personnes, et puis c'est quoi le retour sur investissement, comme on le disait justement. Alors effectivement, il est compliqué le retour sur investissement, ça demande souvent du temps de faire en sorte que les gens viennent, parce qu'il faut communiquer, on va en parler tout à l'heure. Mais si aussi on dit à ces élus, oui, mais les outils qu'on va mettre en place, ils sont utiles pour d'autres,
ah d'accord, le public il peut être plus large. Donc on a un deuxième palier supplémentaire pour justement faire passer cette pilule. Donc c'est vraiment un travail pédagogique aussi face aux élus, de leur expliquer pourquoi ces outils doivent être mis en place, simplement aussi pour accueillir tout le monde. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, un site touristique... Pardon, allez-y. Juste pour compléter Oui. votre question, enfin, les réponses là, qui viennent d'être faites. Moi, je m'appuie sur, pour convaincre mes élus sur la puissance du réseau. Véritablement, là, j'ai parlé de l'Interpark Massif Central, mais on travaille aussi des projets sur les sports de pleine nature à l'Interpark Nouvelle-Aquitaine. Que quand les diagnostics sont partagés et que les visions sont communes, on est beaucoup plus fort quand on est 12 à dire il faut travailler le handicap. Et parce que c'est important, il faut développer le trail parce que c'est important, il faut développer des aires de bivouac. Si on le dit à 10, franchement, c'est une espèce de, j'allais dire, de cheval de Troie en fait vis-à-vis de nos élus. Moi, je crois vraiment à la puissance du réseau. Et d'ailleurs, je m'appuie quasiment que là-dessus pour faire du développement territorial. C'est-à-dire, si je devais convaincre mes élus à l'échelle de mon parc, ça serait parfois la croix et la bannière. Et ça allait beaucoup moins quand j'explique qu'en fait, il y a des rapports qui ont été pensés et conclus à 12 territoires qui connaissent les mêmes problématiques. Donc voilà, on est vraiment plus costaud en réseau, notamment pour faire passer ce type d'investissement ou d'équipement. Il y a aussi le niveau local. Hein, nous, il y a des associations locales qui font du lobbying. Il y a Monsieur Cousin à qui je pensais voir aujourd'hui même. Voilà, ils savent aussi se faire entendre localement et auprès des élus, ça passe, le message passe assez facilement, je trouve. Voilà. Non, simplement, c'est vrai que sur les deux projets Massif Central pour tous, l'or pour tous, on arrive d'emblée à mobiliser 70 à 80% de financement. Donc quand on arrive avec le projet en disant il est déjà préfinancé à 80%, le discours il passe beaucoup plus facilement. Après, par rapport à ce que disait Gilles sur l'effet réseau, nous on y réfléchit, notamment pour aller jusqu'à aujourd'hui créer la mise en réseau de tous les sites sur lesquels on a travaillé, parce que si je prends le cas, alors Loire pour tous, on démarre, on a 10 sites, mais Massif Central pour tous, aujourd'hui en 10 ans, on est à plus de 100 sites sur lesquels on a travaillé sur l'ensemble du Massif Central. Donc on en a vu quelques-uns et on voit à quel point l'offre est riche et variée. Et du coup, on se dit que l'intérêt de passer sur la mise en réseau, de créer le réseau Massif Central pour tous, ça pourrait permettre d'aller plus loin en termes de promotion, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on pourrait envisager demain d'aller faire des salons sur Montpellier, sur Lyon, le salon handicap, de réfléchir en termes de destination, Massif Central, destination adaptée, de faire des journées comme celle-ci où on permettrait aux professionnels de se rencontrer entre eux, d'échanger sur des pratiques, qui soient des lieux d'échange, de réflexion. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vers lequel on va essayer d'aller dans les mois à venir. On va peut-être laisser la parole au public qui aurait 2-3 questions, peut-être, avant de marquer une petite pause. Oui, madame, on va vous apporter un micro. Attendez, il va descendre. C'est au 2e rang. Oui, bonjour. Anne, je suis éducatrice technique spécialisée transcription FALC sur la région Occitanie. Donc, je suis à Castelnau-le-Lez et je rebondis sur ce que disait monsieur au sujet sur Montpellier, où effectivement, il y a un gros besoin, tant au niveau des musées, enfin, c'est vide. C'est le néant au niveau de l'accessibilité à la culture. Enfin, il y a vraiment un gros travail à faire et c'est vrai qu'on se retrouve assez démunis déjà pour faire connaître le FALC. C'est très peu connu. Les gens tombent de leur chaise quand on leur en parle. Donc, c'est bon. On en parlera tout à l'heure justement de la communication parce qu'il y a vraiment un gros besoin à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour les musées, pour les sites touristiques, d'avoir des adaptations. Il y a toujours cette loi 2005 qu'on met en avant, hein, d'accord, la participation citoyenne de tous, le droit à tous à l'accessibilité des informations, mais ça ne suit pas. Oui. Ça suit pas. Souvent, ça se résume à l'accès en fauteuil, c'est ça? Exactement. L'accessibilité du bâtiment physiquement. Ouais. Oui, c'est... Voilà. Puis après, on se débrouille. C'est ça, mais quand on parle par exemple d'un musée,
l'accessibilité physique, elle est encouragée. Il faut qu'on puisse circuler en fauteuil à l'intérieur du musée. Mais par contre, s'agissant de la médiation, il n'y a rien. Donc effectivement, il y a tout un travail de lobbying qui est à faire de la part des associations de personnes handicapées. C'est aussi à elles d'aller voir les sites touristiques, les sites culturels, en disant qu'il faut mettre en place des outils. Les outils aujourd'hui, ils existent. Pourquoi vous n'en êtes pas dotés? Tout à fait. Oui. Alors, s'agissant du FAL, par contre, c'est vrai que la méthode, elle est quand même relativement nouvelle. Hein. 2009, et on voit qu'aujourd'hui, enfin moi je le vois si je prends ma casquette d'élu, même dans les services de l'État, au niveau des collectivités, il y a de plus en plus de services communication qui mettent en place des outils FALC. Alors pour justement, communiquer sur l'information du quotidien en direction des citoyens. voilà. Alors on travaille justement, nous, pour le gouvernement, puisqu'on transcrit des dossiers de presse. Mais par contre, personne ne le sait. Les dossiers, ils sont sur les sites Internet, mais personne ne le sait, qu'ils sont là. Et on travaille également, là, on refait les sites tous les sites de Paris. Là, justement, bon, la personne, justement, s'intéresse à comment faire connaître aux personnes qui en ont le plus besoin, comment aller vers le FALC. C'est pas le FALC qui va aller vers eux. Il faut leur faire connaître. Alors, il y a un gros travail à faire, vraiment tout en bas. C'est-à-dire faire connaître déjà le FALC davantage, et puis ensuite, comment faire pour accéder à tous les outils qui existent pour arriver justement à rendre accessibles toutes les informations dans tous les domaines. Alors là, ce sera une transition parfaite vers la 3e table ronde, qui sera comment faire communiquer. Dernière question, et puis après on marque une petite pause quand même pour vous dégourdir les jambes, mais vraiment en courte. Hein. C'était juste pour rajouter. Donc il y a le premier levier, c'est toutes les commissions communales, intercommunales, régionales d'accessibilité, où sont invitées les associations et où il faut être présent pour faire remonter les besoins. Donc déjà, c'est très important. Et puis, effectivement, les usagers eux-mêmes peuvent faire remonter leurs besoins par les associations pour dire, ben là, il n'y a pas ça, là, il n'y a pas encore ça. Et, mais ça vient petit à faire petit. bouger les lignes. Et le deuxième levier, oh mince, j'ai Vous l'avez mangé? un trou, je l'ai mangé. Je sais pas, ça me reviendra peut-être. Si, ben le deuxième volet, c'est la formation, et ça m'amène à une question. Parce que la formation, justement, des acteurs dans les musées, dans les parcs et tout ça, elle se heurte à un problème, c'est qu'il y a beaucoup de turnover quand même, souvent sur les saisonniers en particulier. Et c'est un problème, j'aimerais savoir comment on peut le résoudre. Ah oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la formation à l'école, finalement? On va tenter de le résoudre. Alors, la crise sanitaire nous a un peu freinés là-dedans. Enfin, on a eu beaucoup de choses à gérer en même temps. On espère chez Accessence mettre en place de la formation à distance à travers des modules d'apprentissage. Pas juste une conférence, mais vraiment des modules d'apprentissage que justement les personnes, les saisonniers puissent regarder, puissent se former à distance, nous poser des questions, bien évidemment, si besoin, mais sans avoir nécessité d'aller sur place, ce qui demande du temps, un coût, etc. Donc pour faire en sorte que les nouveaux arrivants dans une structure ou les saisonniers puissent avoir cette information, cette formation à distance au minimum, et puis après aller les voir si besoin, mais ça permettrait de plus rapidement être formés. Parce qu'effectivement, on se rend compte que des saisonniers, voilà, on travaille sur certains sites pour que la nouvelle saison touristique, les outils soient en place. Ça fonctionne bien la première année, puis la deuxième année, le personnel change, et les personnes ne sont plus au courant. Alors, ça demande en fait aussi à ce que les supérieurs passent l'information aux nouveaux arrivants. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir des outils pour faciliter cette communication qui, quelquefois, s'arrête abruptement. Ah oui. Et je voulais juste faire une petite remarque, c'est pas du tout mal pris, mais je voulais juste dire que les représentants des associations et surtout les personnes en situation de handicap préfèrent qu'on parle de situation de handicap mental, physique, auditif, que de déficience. Parce qu'il y a toujours un côté moins dans la déficience, et il nous apporte quand même beaucoup autrement. Voilà. C'est noté, merci. On marque une petite pause donc de 5-10 minutes à peine pour ensuite se lancer dans la 3e et dernière table ronde de la matinée. À tout de suite.